nos collègues portugais, André Texiera et Diego Viola. Donc, ce n'est pas du tout la première fois qu'on collabore avec nos collègues portugais. L'année dernière, on a reçu Georges Polinas, vous connaissez, et Matilda Fachetti, qui nous ont parlé de l'urbanisme et de l'architecture vernacular du Portugal. Mais le laboratoire d'archéologie et d'architecture maghrébine a la tradition de travailler, de collaborer avec d'autres rives. Donc, les chercheurs, essentiellement les historiens médiévistes de Mertola, on a commencé l'espace avec l'équipe de Mertola et ça continue depuis quelques années. Et on a envie et tendance de renforcer ces liens et ces échanges de recherche qui portent sur divers axes. André Texiera, c'est un historien archéologue médiéviste qui développe des recherches et des projets qui portent sur les fortifications au Portugal et au Maroc, en France et je crois en Afrique également. Ouais, et il est coordinateur du master d'archéologie de l'Université de Nova. Nous accueillons également, après qu'il va finir sa présentation qui est entièrement après, notre collègue Diego Viola qui va nous parler du Faucon de Rapace. Il est coordinateur du groupe de recherche territoire et pouvoir du centre d'études médiévistes médiévales de l'Université de Nova. Donc, je vous souhaite vraiment la bienvenue et de suivre ces axes et une échange fructueuse. Bon, merci. Merci beaucoup. Donc, c'est un grand plaisir d'être avec vous. On s'est connus à Mertola, c'est cette ville au Portugal qui était un village, vraiment c'est un village, petit village au Portugal qui était jusqu'aux années 70 un village oublié, absolument oublié, pauvre, très pauvre, et qui a fait un choix d'investissement dans le patrimoine, dans l'archéologie, et surtout pour comprendre deux choses. D'un côté, la présence islamique au Portugal, qui était un petit peu oubliée avant, dans notre régime politique a un petit peu essayé d'oublier cette partie de notre histoire, la présence islamique pendant des siècles au Portugal. Et deuxième chose, un axe qui est très bien avec le nom du centre de recherche du laboratoire ici de Manouba, c'est la question de connexion entre les rives de la Méditerranée. Et je suis heureuse d'être ici dans le cadre de l'Erasmus+, qui est un programme de l'Union européenne. Et c'est très bien que l'Union européenne regarde pas seulement à la rive nord de la Méditerranée, mais qui fait des efforts pour faire des connexions avec l'autre rive de la Méditerranée, une fois que c'est vrai qu'il y a peut-être, je dirais, une identité européenne et peut-être une identité africaine, mais c'est sûr qu'il y a une identité méditerranéenne. Ça, c'est sûr qu'on appartient tous à elle. Donc, c'est un grand plaisir d'être avec vous pour vous parler en plus du nord d'Afrique, depuis les villes côtières du Maghreb occidental, c'est-à-dire le Maroc, c'est le but de notre recherche. Et il faut dire qu'on a commencé pour chercher la présence portugaise. C'était le but au début de notre recherche, c'est comprendre la présence portugaise au nord d'Afrique, parce qu'on avait toute une recherche faite par des historiens et on voudrait ajouter les recherches au niveau de l'archéologie, au niveau de l'architecture, en connexion. C'est pour ça que Georges Courreille était un collègue, vraiment un collègue dans ses recherches au Maroc. Bon, comment on passe ça? On passe pas ici.
voilà notre recherche. Donc, ici, vous pouvez voir les villes où le portugais on varie. C'est bien. Donc, les villes côtières où les portugais, pendant le 15e siècle ou le 6e siècle, ont occupé, ont fait quelque chose, ont resté là-bas, donc quelque chose, quelque présence, on dirait ça. Et envers les endroits où on a fait des recherches archéologiques. Quelquefois seulement des relevés, quelquefois des fouilles archéologiques et tout ça. Aujourd'hui, on va parler de Xasrel, qui est ici au Détroit. C'est on dirait une petite ville, était une petite ville, aujourd'hui une petite ville dans le Détroit, vraiment dans la zone la plus étroite du Détroit. Donc, on a fait aussi des travaux à Septa, on ne va pas parler de ça ici aujourd'hui. Et on a fait des travaux aussi à Azmour, cette ville très intéressante dans l'embouchure de cette oued Oumerbir, qui est un des principaux fleuves du Maroc, et aussi à Safi, pas à Agus, bon, on a fait quelques relevés aussi à Agus, mais on va parler de Safi, qui est aussi très proche de Marrakech, surtout et un petit peu le port, ou était pendant le Moyen-Âge, pendant l'époque moderne, Safi était un petit peu un port de toute cette zone importante du Maroc autour de la ville de Marrakech. Donc c'est ça, un petit peu, vous pouvez voir ici les années où on a fait des travaux à Azmour, on a commencé à Azmour, après on a ajouté Safi. Tous ces travaux ont été faits dans le cadre d'une coopération, je dirais d'une amitié, c'est ça vraiment comment a commencé, pas au niveau institutionnel. C'était toujours, on fait toujours cette remarque, parce que c'était vraiment dans les repas et tout ça qu'on a commencé ce projet, et au niveau en bas. C'est moi avec un collègue marocain, Azinkara, dans le cas du nord du sud, c'est une recherche plus au sud, et après Xasrel avec mon collègue Abdelatif El-Boudjaï, qui est le conservateur du site de Xasrel. Donc on a fait, maintenant nous sommes ici, on s'est arrêté pendant la pandémie, mais nous sommes ici à faire nos recherches, notre projet de mise en valeur aussi. Donc c'est tout un programme, pas bien financé, il faut le dire. Ce sont toujours des petites missions. J'ai ici la photo pour vous donner le cadre humain. Donc ce sont des petites équipes avec très peu de financement, mais on a essayé de faire les choses. Donc Azinkara et Abdelatif El-Boudjaï en plein chantier. On a fait des publications depuis ces années. Donc quelquefois des tests, ça c'est important. Des thèses de doctorat et de maîtrise, soit en architecture, soit en archéologie. Il y a une qui est en transfert aussi concernant que ça serait de Joanna, ici c'est sur Safi, c'est sur Azmour, et aussi quelques publications. On a essayé de traduire, parce que notre langue de communication était toujours le français, donc on a essayé de traduire des choses qui étaient seulement en portugais, et on a fait la traduction en français. Par exemple, la thèse du doctorat de Georges Braille. Donc on a fait une édition en français. Et après, on a essayé aussi de faire des colloques pour rassembler un petit peu les chercheurs qui travaillent sur le sujet, toujours avec ce regard interdisciplinaire. Donc toujours en essayant de rassembler les chercheurs de diverses disciplines. Bon, voilà ce que j'aimerais bien de parler aujourd'hui. Je ne sais pas si on va arriver à la fin, mais au moins les premiers deux points de ce qui était écrit ici. Donc, pour comprendre la présence portugaise, on était obligé, et ça c'est vraiment je dirais, c'est pas un choix, c'est vraiment, je m'excuse, c'est vraiment une obligation pour comprendre, quand on veut comprendre une présence, je dirais, coloniale, il faut absolument comprendre qu'est-ce qui existe
existait avant. Sinon, on travaille toujours dans l'air. On a eu une historiographie au Portugal qui a fait ça pendant les temps. Il regarde par exemple, la présence portugaise au Maroc, toujours seulement en regardant ce que les Portugais ont fait, ce que les Portugais ont dit qu'ils ont construit, comment ils ont fait dans le terrain, mais toujours sans regarder l'histoire préexistante, c'est-à-dire l'histoire médiévale du pays. Donc c'est comme comprendre un sujet, comprendre une présence, les gens qui se transportent vers un endroit sans savoir qu'est-ce qui existait dans cet endroit. Donc c'est vraiment une histoire fou. Donc le but de notre recherche depuis le début était la reconnaissance, bon, peut-être pas savoir comment, une fois notre idée était de faire une recherche au niveau de la forme, de l'urbanisme, de la forme des villes pendant l'époque portugaise et les transformations, l'appropriation, comme Georges Correia a dit, l'appropriation des villes par les Portugais, il fallait absolument connaître, reconnaître le visage, les caractéristiques des villes avant l'arrivée des Portugais. Donc c'était depuis le début un des sujets de notre recherche. Il faut dire aussi qu'on était très motivés parce qu'on a travaillé au Portugal sur la présence almohade. Donc c'est un petit peu faire une connexion entre ce qu'on a travaillé au Portugal et vraiment la place du début du mouvement almohade et tout ça. Donc c'était aussi connecté avec ça. Une deuxième chose, comprendre, parce qu'on avait aussi cette approche au niveau de l'architecture militaire, des fortifications, donc comprendre les changements et continuités des structures fortifiées et l'adaptation au niveau technique de la guerre avec les armes à feu. Vraiment, cette présence portugaise, on va voir après, cette présence portugaise est s'inscrit vraiment dans une époque de changement au niveau de la guerre dans toute la zone méditerranéenne, de la technique de la guerre. Donc c'était aussi le but, c'était un petit peu de comprendre cette transformation. Bon, et après un autre sujet qui était depuis le début un des priorités de notre projet, la compréhension de l'habitat domestique. On avait des travaux importants sur les églises, sur les fortifications, mais vraiment l'archéologie est peut-être la discipline, une des disciplines plus intéressantes pour comprendre la question de l'habitat domestique, des maisons du peuple, c'est-à-dire des maisons de tout le monde. Donc c'était ça, et c'est ça que je vais essayer de parler, peut-être en restant dans les premiers point de ce qui était notre priorité depuis le début. Bon, seulement pour rappeler, là, au Maroc, les dates un petit peu des différentes dynasties au Maroc. Bien sûr que les dates sont un petit peu flexibles parce qu'il y a des dynasties qui ne terminent pas avant la prise du pouvoir pour la dynastie qui vient, mais bon, c'est pas important. C'est un petit peu pour vous donner le cadre politique de ces villes qu'on va avoir avant et après la présence portugaise. Donc c'est surtout au niveau de la présence du 12e, 13e et après le 13e, 14e et 15e siècle. Donc c'est ça ce qu'on a, notre recherche s'est concentrée dans ces époques, ces siècles. Et après la présence portugaise, voilà les villes et voilà un petit peu les dates aussi de la présence politique portugaise. Donc on a, je pense que j'ai déjà donc on a Sarsfield entre la moitié du 15e et la moitié du 16e siècle, et après Safi et Azmour seulement quelques décennies du 16e siècle. Ce sont des présences, mais pour nous les archéologues, c'est très intéressant d'avoir des dates comme ça, des périodes, des petites périodes, pour vraiment
pouvoir caractériser des époques et essayer de caractériser ces époques. Bon, Azmour, donc on va faire toujours Azmour dans ces trois sujets, le premier, peut-être les deux premiers, c'est-à-dire reconnaissance des villes avant l'arrivée des Portugais, et deuxième question des fortifications. On va voir Azmour, Safi, Xasquer, Azmour, Safi, Xasquer. Donc c'était intéressant parce qu'on avait les informations historiques qu'Azmour, comme Safi, étaient des ports très importants sous les Almoravides. Donc au XIIe siècle, à partir du XIIe siècle, ils étaient des ports très importants, des ports qui font la connexion entre l'intérieur du pays, soit surtout la capitale des Almoravides, Marrakech, les Almoravides peut-être aussi, mais les Almoravides c'était sûr, donc à Marrakech, et à la connexion entre ces centres de pouvoir de l'intérieur et la mer. Dans une période d'essor un petit peu des ports et de la vie maritime dans cette zone du nord d'Afrique. Donc on avait ces informations et les informations qui nous parlent d'une très grande ville, une ville très riche, Azmour et à Safi. Bon, et on avait notre Médina, voilà la Kasbah et la Médina qui sont classés aujourd'hui comme patrimoine historique. On avait ça et vraiment on ne pouvait pas faire une connexion entre ce qui est aujourd'hui le centre historique d'Azmour et cette richesse qui existait auparavant à l'époque almoravide et mérinide, même mérinide. Donc on avait cette déconnexion entre ce qu'on trouve aujourd'hui et ce que, au moins, les informations historiques nous parlent. Et ce qu'on a fait, c'est toute une prospection. Bien sûr, on a profité du travail qu'Azinkara a fait avant, avec Adrafili, notre collègue marocain, médiéviste, acteur médiéviste aussi. Donc on a fait la reconnaissance de toute une structure militaire qu'on va voir après. Donc, une structure militaire ici au sud de la Médina actuelle. Et on a fait, ici il y a une rue qui amène à cette maisonnée très importante, Moulay Bouchaïd, c'est un saint très important dans cette zone du pays. Donc il y avait aussi cette rue qui fait cette courbe, non? Donc on a fait le relevé de tout ça et pour arriver à la conclusion que vraiment tout cet espace qu'aujourd'hui c'est vide ou qui a une occupation, mais pas une occupation on dit historique, à l'exception du sanctuaire de Bouchaïd, était vraiment la configuration, appartient à cette ville de l'époque almoravide. Donc, vraiment, on a arrivé à la conclusion que la forme de la ville au Moyen-Âge n'était pas seulement ça, cette rectangle, mais qui vraiment encadre toute une zone, inclut toute une zone au sud, ce qui est aujourd'hui la Médina. Donc ce sont des structures comme ça, cette structure est ici, dans la zone où on a fait un sondage archéologique, ce sont des structures compisées avec une double mur, donc c'est un mur intérieur et un extérieur. On ne sait pas s'il y a une première phase et une deuxième phase, parce que c'est vraiment un mur comme ça et un mur qui fait comme ça et qui fait l'unification des deux murs. Donc on ne sait pas si on avait une première phase ou une deuxième phase, ou ce mur a fait depuis le début comme ça. Donc c'est ça, les murs empisés, la technique, on ne sait pas comment est la base, mais avec les rangées, la technique du pilier militaire, comme on connaît. Donc c'est ça. On avait une tour, ici peut-être on ne peut pas voir, mais c'est une tour Albarrana. Donc Albarrana, c'est une tour qui est avancée depuis le mur, donc la muraille. C'est une tour avancée, déconnectée, connectée mais pas adossée à la muraille. Donc, en principe, c'est une structure de l'époque almohade. Et bon, voilà, c'est ça, on a fait une choix aussi. Donc, une structure qui, à notre avis, et pour les informations qu'on avait, voilà, on avait cette. Mais c'est une
imprécises. Au XIIe siècle, on a des références documentales qui nous parlent d'une grande activité commerciale sous les Almohades, et il y a l'idée de la fortification de la ville. Quelquefois, quand il y a ces énumérations des fortifications faites par les rois, les sultans, il y a, ou les califes, il a fait la fortification de la ville, mais des références pas précises, c'est comme ça. Mais de toute façon, on a, je pense qu'avec les caractéristiques architecturales et cette référence documentale, je dirais, on n'a pas arrivé au fond de notre sondage, donc on ne sait pas, pour des données archéologiques, on ne sait pas la date. On n'a pas ajouté cette donnée importante d'arriver à la base et pour savoir la date de fondation de ces murs, mais ça semble que c'est une fortification de l'époque allemande, de la 12e moitié du 12e siècle. Donc, c'est ça, où on a arrivé actuellement. On a, c'est difficile de voir, mais bon, on a d'autres données, des silos et tout ça, mais pour vous dire on date, oui, avec le sondage, l'abandon de cette zone, avec les matériaux que vous pouvez trouver là-bas, et donc ce sont des matériaux qui nous donnent l'idée que cette zone a été, au moins dans le sondage qu'on a fait, c'est un sondage, bon, deux sondages, mais c'est très peu, mais ce sont des matériaux du XIVe siècle. Donc en principe, ce qu'on a, c'est une occupation de cette zone au sud d'Azemmour entre le XIIe et le XIVe siècle, mais avec point d'interrogation sur ces dates d'abandon, parce qu'on n'a pas des données, c'est vraiment un grand chantier, et avec un potentiel incroyable. Mais bon, on avait comme j'ai commencé au début, on n'avait pas des financements pour faire des fouilles extensives, donc on a fait des sondages, des relevés, et pas plus que ça. Bon, et effectivement, au XIVe siècle, on a une référence très imprécise, mais qui peut nous aider à comprendre ce processus de changement pendant le Moyen-Âge de la ville d'Azemmour. On a une référence du temps de Abouina, un des sultans Mérili, déjà de la dynastie qui suivent les Almohades, donc 1368, que les habitants ne pouvaient pas plus vivre dans cette agglomération, l'abandonnent et reconstruisent leur ville là où elle est actuellement. Le sultan fit édifier 3 mosquées, envoya dans la cité des filles et des oulémas. Il faisait fortifier la ville. Donc on a cette référence, c'est très peu, mais de toute façon, ça peut un petit peu expliquer cette réduction de la ville, le changement, réduction de la ville d'Azemmour pendant le Moyen-Âge et avant l'arrivée des Portugais. Parce qu'on a comme dessin pendant l'arrivée des Portugais, c'est cette forme rectangle que c'est la Médina actuelle. Donc, ça semble ce qui se passait, c'est qu'il y avait un grand ville, on ne sait pas, on sait parce que où il est écrit Bastion du Rayon, on a trouvé des matériaux almohades et un mur almohade. Donc, ça semble que la ville était beaucoup plus grande au XIIe et jusqu'au XIVe siècle. Après, il y avait un abandon d'une partie et la concentration de la ville, au changement, aux réduction de la ville, on ne sait pas vraiment, mais de la ville dans un endroit plus à côté du fleuve. Donc c'est un changement vraiment de la ville et une nouvelle fortification. C'est ça ce qu'on peut documenter un petit peu dans ce qui est la Médina actuelle, où il y a des fortifications portugaises, on va voir après, mais il y a aussi des témoignages des fortifications qui sont au niveau des caractéristiques, sont aussi très bien pour cette date du XIVe siècle. Là, ça c'est une porte intérieure qui a resté, les Portugais ont profité de cet espace, donc c'est une entrée. Voilà, elle est cachée par le mur portugais, tout ça c'est portugais. Donc il y a une entrée et ça c'est l'extérieur. Donc l'extérieur, et après il y a un porte qui fait un coude à l'intérieur de l'ensemble.
voilà, le coup se faisait comme ça à l'intérieur de cette structure. Donc on a petit témoin de cette campagne de fortification qu'on peut intégrer peut-être, on a 14e siècle, on a Abou Inan, peut-être au milieu du 14e siècle. Il faut dire que pendant le milieu du 14e siècle, Abou Inan a fait aussi a fait une autre construction, il a fondé la ville à côté, c'est pas très loin d'ici, la ville de Medina al-Garbia. Donc c'est une fortification qu'il a ordonné de se construire pour garder un petit peu cette zone de l'Oumerbia qui était en train d'échapper, de sortir du contrôle des Mérinides. Donc peut-être que cette reconstruction d'Azmour et la construction de Medina peut s'intégrer dans un mouvement des sultans mérinides pour garder un petit peu la frontière de ces royaumes, une fois qu'il y avait une dynastie, les Intata, qui s'emparent de Marrakech, qui étaient en train de contrôler toute la zone de Marrakech et de faire face au royaume mérinide, à la dynastie mérinide. Donc peut-être c'est dans ce cadre qu'on peut comprendre ce changement de la ville avant l'arrivée des Portugais. Donc ça, c'était vraiment important pour comprendre la propre présence portugaise, comprendre ses dynamiques. Et bien sûr, on était obligé un petit peu d'entrer dans cette problématique de la propre histoire médiévale du Maroc. Et cette période, soit cette période de grande puissance commerciale, maritime de l'époque almohade qui reste pendant une partie de l'époque mérinide, et après vraiment les problèmes, soit politiques, sociaux, les mouvements des populations pendant la période, on dirait, finale, peut-être la deuxième période de la dynastie mérinide, et qui a son, qu'on peut un petit peu comprendre ces changements au niveau de la matérialité, donc de l'archéologie, on peut peut-être encadrer dans ce changement. On avait sa fille aussi, ça c'est un dessin du début du XVIe siècle, donc déjà la ville que les Portugais ont trouvée, et ici c'était différent, parce qu'il semble qu'il y avait une ville très grande, mais vide, n'est-ce pas? On voit des zones qui sont vides. Au contraire d'Azmour, peut-être qu'on peut revenir à Azmour, une petite ville, mais concentrée. Ici, à Safir, ce qu'on a trouvé, il semble une grande ville avec une grande enceinte, mais vide, donc quelque partie. Bon, comment à quoi on a arrivé avec notre recherche ici? Bon, vraiment, en faisant, ici on a fait aussi des petits sondages, on n'a pas fait beaucoup. Vous savez, ceux qui sont archéologues, ça prend du temps. C'est vraiment l'archéologie, c'est vraiment un problème parce qu'on fait un sondage petit à petit. Après, il faut traiter tous les matériaux, et après, il faut chercher pour classifier tous les matériaux. Donc, c'est vraiment un travail lourd. Bon. Donc, on a fait des petits sondages. On a fait le relevé de la structure militaire. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Voilà, donc ici c'est la ville actuelle. Une fois plus, il faut comparer ça avec l'image que les Portugais ont trouvée au XVIe siècle. Donc on avait la Médina actuelle, ici. Et ici c'est une reconstitution de ce qui est là-bas. Bon, qu'est-ce qu'on a trouvé? Par exemple, ici, vous trouvez le mur portugais, mais il y avait là-bas aussi, on peut voir, c'est plus ou moins le même endroit, on peut voir que la muraille n'est pas, comment dire, n'est pas, il y avait quelque chose, un changement, il y avait quelque chose là-bas, une coupure, comment dire ça, non, je ne sais pas. Bon, il y avait un changement dans cette zone, qui est vraiment ici, et on a vu ça.
c'est difficile, mais on voit un talus, une muraille en pierre, un talus en pierre, et à l'intérieur, on voit une muraille en pisé. Donc, et ça, c'est ici, et ce coin, un petit peu, est vraiment ici. Donc, ça semble qu'il existait, que la muraille a été coupée ici. C'est une autre histoire là-bas. Hein. Ça nous semble, après on a d'autres données, ça nous semble que vraiment, bon, ça c'est une grande, il y a toute une rue qui fait comme ça, il y a un changement si on compare l'urbanisme d'ici, donc vraiment on pense que c'est ça peut être la configuration de la muraille avant l'arrivée des Portugais. Oui, c'est ça. Ici, vous pouvez voir, c'est là-bas, donc il y a la construction portugaise, peut-être je peux utiliser long. Il y a la muraille portugaise qui fait comme ça, mais ça est ici. Donc vous pouvez voir un mur qui est là-bas. Et ici la même chose, la muraille portugaise et un mur perdu ici. N'est-ce pas? Bon, ça nous a aidé à faire un petit peu cette compréhension. Ici, on avait aussi une photo qui nous a aidé à faire la reconstitution de cette partie. Et ici, c'est plus. C'est pas sûr, hein? Ici, c'est pas sûr. Bon, donc, pour vous dire que ça, c'est la proposition où on a arrivé de la ville à l'arrivée du Portugais. Donc, c'était vraiment une chose comme ça, et après, avec comment on dit, deux choses comme ça. Donc, ça semble que ça a été le visage. Ici, on a les données sur l'époque de fortification. Donc, ça, c'est une référence plus précise. Donc, au XIIe siècle, bon, au XIe siècle, on a des références à un port ici à Safi, mais sans dimension urbaine. Et après, au XIIe siècle, on a cette grande activité commerciale aussi, qu'on a entendu déjà, et la fortification de la ville de la deuxième moitié du siècle. Ça, on a une référence plus précise. Donc, on pense que c'est ça, vraiment, cette structure, cette grande structure qu'on trouve à Safi, bon, et qui s'est un petit peu reconstituée dans cette carte, c'est peut-être notre composition. C'est pareil à une composition qu'a fait un collègue marocain avant, Yassif Benim, un très bon historien. C'est pareil, mais avec plus de données. Donc on a un petit peu ajouté des données et des preuves à ce que notre collègue a écrit avant. Ici, c'est difficile de voir, mais on a à l'intérieur d'une porte là-bas, à l'intérieur du mur portugais, on avait, là-bas, on pouvait entrer comme ça sur la muraille, il y avait un trou, donc on a entré et en regardant en haut, on a vu deux murs de rangée, deux murs, vraiment c'est deux murs, empisés, une fois plus collés. Comme on a vu là. Donc ça c'est un petit peu la même façon de construire, la même architecture. Peut-être qu'on peut trouver ça dans la même époque de construction dans la deuxième moitié du XIIe siècle. Donc c'est ça un petit peu notre proposition de reconstitution. Donc voilà encore une fois une matérialité plus proche d'une idée de grande ville à l'époque allemande que les sources témoignent. C'est peut-être cette configuration, mais au moins cette idée est vraiment plus proche de ce qui existait au niveau. Il y avait le rebat aussi, c'est une autre. Bon, on ne va pas rentrer à ça, mais il y avait d'autres sources et d'autres informations qui nous ont aidés à faire cette proposition de ce côté. Et on avait une chose différente à Xasred. Vraiment, ici à Xasred, qu'est-ce qu'on avait? On avait une ville ronde. Bon, déjà, ce n'est pas une ville aujourd'hui, c'est un site archéologique. Donc c'est une ville qui, au contraire des autres, Safi d'Azmour, qui sont des villes aujourd'hui, qui ont été survécues. Voilà. À Xasred, après la chute, l'abandon des Portugais, la ville a resté déserte. Donc c'est aujourd'hui un grand chantier archéologique, un incroyable chantier archéologique. Pour nous les archéologues, ça c'est le paradis vraiment. Bon, et c'est une ville qu'on peut voir ici très bien.
peut-être on va, voilà, le plan de Redman. Il y avait une fouille, une très grande fouille, avec beaucoup des moyens, nos collègues américains, dirigés par Charles Redman, aux années 70, 80, c'est la tradition. Et ça, ce sont les plans de Redman. Et voilà, ce qu'on avait, c'est une enceinte circulaire, avec 3 portes. Bab el-Bahar, Bab el-Sabta et Bab Fès. Voilà, ça c'est la proposition d'occupation de l'époque islamique. Il est comme ça seulement islamique. C'est pour nous, c'est le premier problème. Islamique, c'est tous. Donc, quelle époque islamique quand on parle? Et ça, c'est un petit peu la recherche qu'on a essayé de faire. Et vraiment, encore une fois, c'est un paradis. Parce qu'on a, aujourd'hui, on sait quelque chose sur l'époque mérinide, c'est-à-dire la dernière occupation avant la présence portugaise, mais il y a un monde en bas pour étudier. C'est vraiment incroyable et important d'étudier. Mais bon, l'époque islamique et l'époque portugaise. Il faut dire aussi, pour nous les archéologues, l'époque portugaise, c'est aussi... On aime beaucoup de voir, mais toujours, c'était le même, quand on parle d'un siècle de présence, entre la moitié du 15e et la moitié du 16e siècle, c'est toujours la même histoire. C'est comme les gens arrivent, font les maisons, et ils restent là-bas un siècle, comme ça, sans toucher plus, sans faire d'autres mouvements. Non, c'est pas ça, c'est une autre chose que nous sommes en train de comprendre, les mouvements. Parce que ça nous donne aussi des informations sur les gens qui habitent vraiment là-bas, qui habitent les maisons. Ce n'est pas l'information sur les chevaliers qui viennent et qui font la bataille autour au Portugal, mais l'information sur les gens qui habitent là-bas et qui ont des fils et qui coupent la maison ou qui achètent une autre maison, disons, l'argent. Donc il faut aussi, notre recherche s'est concentrée. Peut-être que ce n'est pas à la mode aujourd'hui, parce qu'on veut... Aujourd'hui, on veut chercher les grands mouvements, les grands mouvements de l'histoire et tout ça, mais vraiment, on pense que c'est important de comprendre ces dynamiques plus particulières du site, parce que sans comprendre ces dynamiques particulières, c'est difficile d'avoir une vision générale. Bon, qu'est-ce qu'on avait au niveau de la ville avant l'arrivée des Portugais? On avait deux théories. Une qui dit que la ville ronde, comme il est aujourd'hui, c'était une construction islamique, médiévale islamique, mérinide en principe. Et d'autres qui disent non, c'est une construction portugaise, c'est sûr, parce qu'on n'a pas n'est pas des exemples au niveau du monde médiéval islamique d'une ville ronde. Peut-être qu'il y a cette connexion avec Bagdad, non, la ville idéale, mais c'est une acropole, c'est pas... Donc, ça ne collait pas bien avec ce qui existait ici. Bon, on n'a pas ajouté grand-chose à ça, mais bon, j'aimerais bien vous raconter. Donc on avait cette ville ronde avec ces tours que vous voyez, ce sont des reconstructions déjà, mais de toute façon, il avait la porte, la barcetta et la barbe de la mer, le barrage. Donc, toute une structure qui est bien sûr intégrée dans les constructions mérinides. Donc, on avait les trois portes avec les constructions mérinides. J'avais l'idée depuis le début, ça ne peut pas être une chose portugaise. C'est sûr, cette ronde, cette circuit parfait, c'est impossible. C'est quelque chose qui n'existe pas chez nous. Il y a des choses ovales, plus ou moins rondes, mais pas une chose cercle. Comme ça. Avoir quelque chose qui est un cirque, faire une ville qui est un cirque parfait, ça est connecté avec une idée. Quoi que ce soit, c'est une idée. C'est pas une chose, on va faire rond, parce que, oui. Donc, il n'y en a pas ça chez nous. Depuis le début, j'étais absolument convaincu que c'est une construction avant l'arrivée des Portugais. C'est tout ce que je savais. Bon, on n'a pas ajouté, on a eu la chance, pendant notre recherche, d'avoir aussi les informations, les réflexions, c'est plus les réflexions d'un collègue français, Patrice Cressier, qui est très connu dans tout
toute la recherche de cette époque au Maghreb. Et bon, on a fait notre sondage ici, ça fait une porte portugaise, mais qui est à côté de l'enceinte. Et pour comprendre ça, on a fait un grand sondage, un profond sondage. Donc on est arrivé à la fondation, ici on est arrivé à la fondation de l'enceinte, et on a arrivé à des matériaux qui sont, on dirait, du 13e, ça pourrait être, mais pas de l'époque avancée des Mérinides. Donc on pense que c'est absolument collé avec cette information historique. Ici on a une information historique très précise que les portes ont été enlevées sur leur règle en 1287. Donc c'est l'information archéologique d'une sondage, encore une fois c'est une sondage seulement, mais il est absolument avec l'information historique. Donc on n'a pas des... Parce que quelquefois les informations historiques sont comme ça. Ils ont fortifié. Pendant l'époque portugaise c'est comme ça. On va voir après, on n'a pas beaucoup de temps, mais on va voir que les sources portugaises parlent des constructions comme ça. Et les Portugais ont fait la fortification. Et c'est tout. Donc, si on regarde seulement à ça, on va arriver à la conclusion que tout a été fait pendant l'époque portugaise. Et c'est pas vrai. Donc, les sources, quelquefois, quand ils parlent, on a fait la fortification, c'est-à-dire qu'on a touché la fortification. C'est ça. C'est pas plus que ça. Hein? Donc, on avait cette idée, mais on pense que vraiment, elle est... Et ça, c'est un petit peu la réflexion que Patrice a fait. Et bon, il a intégré avec je pense avec des bonnes propositions, des bonnes réflexions, que ça doit être vraiment, qu'il y a ici une symbolique de la ville. C'est un cercle parfait. Et en plus, avec un triangle à l'intérieur. C'est-à-dire, les portes sont équidistantes, on dit ça, à la même distance. Équidistantes. Donc, c'est pas par hasard, ça, n'est-ce pas? Donc, il intègre ça dans ce mouvement de cette époque de la dynastie mérinide, donc toute la dynastie mérinide vraiment, un essai de reconstruire, de reprendre l'Andalus, de reconquête de la péninsule ibérique. Et vraiment, ça c'est intéressant parce que c'est une ville presque une ville qui sort de la terre, et vous ne pouvez pas voir, mais le Tarifa est de l'autre côté. Donc ça semble vraiment une image d'une ville ronde, parfaite, avec toute on peut dire, toute la charge symbolique des formes parfaites, qui est une matérialisation de cette reconquête de l'Andalus que les Mérinides vont faire. Et même l'emplacement de la ville, c'est vraiment étonnant quand on pense. Et c'est vraiment la corporisation, la matérialisation de cette idée. Nous sommes absolument d'accord. C'est une théorie de Patrice, c'est pas à nous. Mais de toute façon, pour vous dire qu'on a aidé un petit peu avec notre sondage pour donner cette idée. Bon, et dans le temps qui reste, c'est pas beaucoup. Je m'ai proposé de parler de 3 sujets. J'ai parlé de 1. Et maintenant, je vais faire vite le deuxième et le troisième, on va oublier. Comme j'ai dit, la question des fortifications, c'est pour un petit peu pour ajouter. De toute façon, je vais ajouter à ce que je viens de dire juste maintenant. Ici, par exemple, donc cette question des fortifications portugaises. Maintenant, on va regarder les fortifications portugaises. Mais on va voir qu'on va arriver à la même conclusion. Voilà la grande bastion portugaise, bastion du Raio. Raio, c'est-à-dire comme hier, quand on fait quand il y a la tempête. Donc c'est ça la fortification de... Bon, toute une construction portugaise avec tous les embauches, les placements pour l'artillerie. C'est vraiment la nouveauté, c'est vraiment le nouveau époque au niveau de la technique militaire. Bon, on a fouillé ici, et qu'est-ce qu'on a trouvé? Au niveau du sous-sol, pas vraiment. Un mur almohade,
avec une couche sédimentaire avec des matériaux en noir. Tout ça, des constructions portugaises, mais il y avait un pilier qui ne marche pas avec le reste, donc le pilier qui existait avant. Et après, on a fait une lecture de la structure, peut-être c'est plus intéressant. Bon, d'une fois, on a trouvé un arc structurel qui ne peut pas être portugais. C'est sûr, c'est un arc en fer à cheval. Voilà, fer à cheval. Donc ici, c'est vraiment un arc structurel, c'est-à-dire le pilier portugais qui est ici n'est pas structurel, mais cet arc, et le pilier qui est à l'intérieur, c'est structurel. Et après, une construction très semblable à celle qu'on a trouvée dans la porte que j'ai parlé avant. Donc la porte mérinide, on prend le premier ligne. Donc la structure de la tour est une structure mérinide, ce n'est pas une structure portugaise. Hein? C'est vrai que le premier étage, oui, c'est une structure portugaise, et aussi cette prolongement, je ne sais pas si on dit comme ça, bon, ce qui existait avant, c'était un tour carré, comme la porte que j'ai trouvée, et après ce que les Portugais ont fait, c'est ajouter cette partie avec la façon pour les canons. Donc, une fois plus, on a un sous-écrit qui nous parle le grand bastion portugais, qui est presque une forteresse, elle-même est presque une forteresse, une des belles fortifications de l'époque manuelite, c'est-à-dire le roi Manuel du Portugal. Bon, c'est vraiment une tour islamique que les Portugais ont ajouté, ont transformé un petit peu, on dirait, on fait quelques changements, mais il faut, ça nous fait maîtriser un petit peu les idées des sources. Quand on a dans les sources portugaises qui nous parlent des constructions des remparts, bon, quand on parle du rempart, on parle vraiment de ça. Cette petite couche, on ne dit pas couche, c'est comme une pielle en pierre dans un corps en pisé. Hein? C'est une, voilà. C'est une enceinte qu'on peut intégrer dans la campagne mérinide de la ville. Et les Portugais, ce qu'on fait, on a ajouté la pierre, c'est toujours la question de la pierre, la valorisation de la pierre dans la fortification, et après le talus, c'est une façon de préparer un petit peu la structure pour les armes à feu. Après, pour bouleverser tous, après on a une source qui nous parle, ça c'est une structure que les Portugais ont fait dans presque toutes les villes au nord de l'Afrique, c'est une réduction, on dit un raccourci, un réduit. C'est-à-dire que les Portugais ont créé un espace. L'idée était, un petit peu comme au Moyen-Âge à la péninsule ibérique, de créer un quartier pour les chrétiens, après une petite zone pour les juifs, et après pour les musulmans alliés des Portugais. Ça était l'idée, un petit peu de... Bon, finalement, les Portugais ont habité partout, donc ça n'a pas marché. Après, quand il y a eu un siège de la ville, il y a des lettres du capitaine, mais les Portugais habitent de l'autre côté avec les musulmans, c'est un désastre et tout ça. Bon, vraiment, ce qui est écrit, c'est une chose, et après la vie, c'est l'autre. Mais bon, voilà, et donc on a une source absolument détaillée qui nous parle de la construction du réduit d'Azemmour. Et il demande une construction pisée, comme si c'était une construction de l'époque mérinide. Donc, ça pour vous dire que ce n'est pas facile parce que nous sommes dans le même contexte, mais la même civilisation finalement, c'est ça. Donc, on a au VIe siècle un roi portugais qui dit « fait une mur comme pendant l'époque islamique au Portugal ». Donc c'est vraiment, mais ici on a, c'est sûr, on a une construction en pisé. Si on arrive, on dirait, ah voilà, c'est la même chose, c'est la campagne de Abuinan, Mérinide, c'est sûr. Non, là-bas on a les sources détaillées avec les mesures et tout ça, c'est prouvé que c'est une chose portugaise. Donc ça pour dire que c'est pas pisé islamique, pierre portugaise, et que c'est toujours comme ça. C'est vraiment difficile. On avance pour finir et pour vous dire qu'à Safi, on a aussi des informations intéressantes. Moi, j'ai déjà montré que les Portugais ont profité de la structure islamique préexistante, almorale, on pense. Mais ici, vraiment, ils ont fait un grand travail
au niveau de la création de cette réduction. Vous voyez l'image de la fortification en noir, encore une fois, et la construction qui est aujourd'hui la médina historique d'Azmo, c'est la construction portugaise. Voilà les murs que les Portugais ont essayé d'adapter à les armes à feu. Vous pouvez voir, ici c'est caché, donc ils ont fait des nouvelles tours. Ici, c'est intéressant aussi que cette solution pour créer une grande tour pour les armes à feu et tout ça, ils ont profité de deux tours qui existaient avant, où ils ont déjà introduit les dispositifs pour les armes à feu. Donc il y a vraiment trois histoires. Les deux tours, peut-être à Mourad, peut-être ici, nous ne sommes pas sûrs, peut-être les Yénites, nous ne sommes pas sûrs. Donc les deux tours d'une porte, la porte de la Kasbah, ça c'est la Kasbah. Les Portugais ont introduit dans une première phase ce dispositif pour les armes à feu, et après ils ont créé une grande construction pour la guerre avec les armes à feu. Ici c'est très intéressant, c'est le château neuf, le château de la mer à Safi. Une fois que, c'est aussi intéressant, une fois que le Kasbah était loin de la mer, donc le Kasbah en principe c'est la dernière espace fortifié d'une ville. On se concentre à la fin, s'il y a un siège à la fin, on se concentre la défense. Bon, les Portugais, ça gêne un petit peu parce que les Portugais viennent de la mer. Donc ils ont fait une nouvelle Kasbah, on pourrait dire, le château. Les gens appellent le château. C'est le château neuf parce que l'ancien était le Kasbah islamique. Et voilà, ce château, on ne va pas regarder. Il y a que ça, c'est aussi très intéressant, la question de la fortification. Encore une fois, cette idée de mélange, de connexion, de profiter toujours de ce qui existait avant. Ça, c'est peut-être la chose là. Changer une pierre de place, aujourd'hui, c'est facile. On a une machine qui fait comme ça, on peut raser tous sans grand problème. C'est juste mettre la machine et faire le trou à la dimension qu'on veut. Mais à cette époque, changer une pierre, c'est dur, non? C'était dur. Donc, vraiment, c'est intéressant parce que qu'est-ce que les Portugais ont fait? En noir, vous pouvez voir l'enceinte mérinide de Xasrel. Je vais changer ici. L'enceinte mérinide de Xasrel. Et les Portugais, qu'est-ce qu'ils ont fait? D'une première phase, ils ont profité de la double chambre de la porte, avec les voûtes à l'intérieur. Ils ont fait la maison du capitaine là-bas. Donc ils ont profité de la porte là-bas, de Bahal, pour faire la maison du capitaine. Ils ont bâti quelque chose où on n'a pas à arriver à une conclusion. Ils ont bâti quelque chose. Vous voyez, c'est une décoration, mais c'est incroyable, c'est vraiment très intéressant, très joli. Et ils ont fait des constructions sur la porte. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est difficile de voir ici, mais vous pouvez voir les deux tubes mérinides. La porte est au milieu. Et ils ont fait un château autour de la Babara. Donc c'est vraiment intéressant, c'est un château portugais avec un cœur mérinide au centre. C'est très intéressant, c'est comme cette chose russe qui est un sur l'autre. Poupée russe. Voilà. Et bon, de toute façon, ils ont introduit dans cette nouvelle construction les dispositifs pour les armes à feu. C'est très intéressant cette adaptation au niveau technique. Et encore la question de la mer. Les Portugais ont créé aussi, parce qu'il y avait un sablement qui continue aujourd'hui, ils ont construit une coraça, je ne sais pas comment dire. C'est une invention de l'architecture islamique aussi, au Moyen-Âge, et que les Portugais ont repris ici, c'est très intéressant, ont repris l'idée de la coraça. Ils ont fait dans presque toutes les villes, mais ici c'est la plus intéressante. Voilà, ça c'est un dessin, et ça c'est la construction donc, qui connecte la fortification, le château et la mer. Voilà, c'est ça. Donc une construction qui fait la connexion entre la mer et la fortification. Et qu'elle-même, c'est juste pour vous dire vraiment, elle-même a des différentes phases
Vous pouvez voir ici les créneux. Donc, c'est pas ça. Vous pouvez voir ici, c'est plus. Donc, il y a c'est difficile de voir, mais il y a des. Bon, il y a des créneaux. Et après, il y a la construction sur le créneau. Donc, il y a deux phases déjà. Il y a d'autres. Par exemple, là-bas, vous trouvez les tours rondes qui doivent être la fin de la Corazza. Voilà, la tour ronde est ici. Après, ils ont prolongé la Corazza. Donc, pour vous dire que la Corazza portugaise, c'est vraiment. Il y a au moins 3 phases de construction de cette Corazza. Donc, pour vous dire que quelquefois, quand on parle d'un période portugaise, c'est aussi. C'est l'Albarana espagnol. C'est pas la même chose. Non, parce qu'Albarana, c'est. Donc, on a la fortification. Albarana, c'est la tour qui est là-bas, n'est-ce pas qui est loin de la muraille et qui est connectée par un petit couloir en eau, n'est-ce pas? On a partout au Portugal cette structure aussi qu'on a profité. Donc, c'est une invention en principe almohade et qu'on a profité au Portugal depuis au bas Moyen-Âge. Mais non, ça c'est une coracha. Coracha en espagnol. Coracha En espagnol, en portugais, coraça. Coraça. Je ne sais pas d'où vient ce nom. C'est une connexion. Le Barana, c'est l'extérieur. Quoi? Le Barana, c'est l'extérieur. C'est l'extérieur, mais ici c'est plus à l'extérieur. C'est une structure fortifiée. Donc c'est vraiment ça. C'est un couloir protégé. Un couloir protégé entre la fortification et la mer, ou un puits, ou de l'eau. Par exemple, dans la structure almohade de Silves, c'est une ville d'origine islamique au Portugal, on a la Coracha entre la fortification et le fleuve. Donc c'est pour connecter ici. C'est une structure incroyable. Des escaliers avec des escaliers. Non, ici il n'y a pas des escaliers. Le dessin semble qu'il y ait plus. Voilà, ça ce que je comprends. C'est plus droit. Ouais. Mais j'ai vu ça, bon, à Tanger, il y a aussi, mais j'ai vu ça au Casbah, Bulawan, à côté d'Azur, il y a une Coraça comme ça. Donc bon, pour nous, c'est une invention almohade. Parce qu'on a là-bas, elle a été introduite dans les fortifications almohades au Portugal. Pour faire s'il y a un siège, il y a toujours la communication protégée avec la source de. En principe, chez nous, à l'époque médiévale, c'est connexion avec de l'eau. Parce que, par exemple, dans la prise de Sire que je parlais chrétien, ils ont essayé de casser la Coraça. Je pense qu'ils ont même cassé. Ils ont détruit la Coraça pour empêcher que les assiégés s'alimentent de l'eau. Donc c'était comme ça. Ici, c'est une version transformée de ce même concept architectural. Mais ici, pour les Portugais, c'est la connexion avec la mer, où sont les bateaux, d'où viennent les soutiens s'il y a un siège de la terre. Il faut dire que ces fortifications portugaises étaient toujours très. Son espace d'occupation, je pense comme ici les fortifications espagnoles en Algérie et en Tunisie, c'était toujours des petits points à côté de la mer qui n'ont pas. Qui n'ont pas eu un impact sur le pays. Et c'était plus ou moins comme ça ici. Je dirais qu'il y a quelques impacts, mais pas vraiment un grand impact. Donc, toujours la connexion, le secours vient de la mer. Donc, on a un petit peu recréé la Coraça, pas pour amener une source d'eau, mais plus pour faire la connexion avec les bateaux qui viennent du Portugal par la mer. C'était ça un petit peu. Et bon, c'est ça, je pense que j'ai déjà parlé beaucoup. Seulement pour vous dire que cette même approche qui comprend l'histoire des villes pendant
la longue durée, je ne sais pas longue durée, mais dans une période où la présence portugaise est située, mais il faut la comprendre toujours comme une partie d'un processus dans la formation des villes, de ces villes qu'on a cherchées, qu'on a essayé de faire la recherche. Et c'est ça un petit peu au niveau de l'habitat. Bien sûr qu'il y a des changements, hein. Quelquefois des changements dictés par une différence de conception, quelquefois dictés par la différence technologique de l'époque. Par exemple, la question militaire, cette introduction des canons et de l'artillerie, c'est pas une question ils sont différents. Lui, il aime l'artillerie et lui, il n'aime pas. C'est pas la question, c'est la question de l'époque où l'artillerie commence à être utilisée dans toute la Méditerranée, soit dans la rive nord, soit dans la rive sud. Donc c'est pas une différence, c'est la présence portugaise s'inscrit dans une époque de changement. C'est ça la question. Et bon, c'est ça un petit peu qu'au niveau de la céramique, au niveau de la culture matérielle, et au niveau de l'habitat domestique. Donc là, ici on a parlé un petit peu de l'image des villes, les fortifications, tout ça. C'est intéressant aussi de regarder avec ces mêmes yeux l'habitat domestique. Quand on entre dans la maison, on voit comment les choses changent ou non. Et bon, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci à vous, André, pour cette présentation vraiment très riche, très documentée et bien illustrée, qui nous a fait découvrir les résultats d'une longue recherche et d'un effort considérable de prospection archéologique. Je ne sais pas si on peut prendre quelques questions avant de passer à la deuxième conférence. Donc, oui. Moi, j'ai été étonné par la ressemblance entre Safi, Azmour et Rabat, la ville allemande et ici la ville fin Moyen-Âge et portugaise. Donc, ça, c'est le projet très ambitieux des Allemands de construire des villes immenses et qui seront occupées qu'en partie. La ville va se décider à Rabat, la ville andalouse. Et puis même schéma, l'espace, la ville, et puis l'espace vide à Rabat, c'est la ville européenne qui va prendre l'emplacement de la ville allemande. Donc ça, c'est un élément assez intéressant. Et l'autre chose aussi, c'est la comparaison de ce qui se passe en Tunisie. Donc, dans les objectifs du Maghreb, vous l'avez indiqué, et c'est l'objectif de notre équipe, de notre laboratoire, c'est même le titre l'indique, le Maghreb, le nom de l'unité c'était Tunisie, Méditerranée, Maghreb, et l'étude de cas au Maroc, dans le Nord, en Espagne, au Portugal, en Italie, ça nous permet d'enrichir nos connaissances. Et cette indication, vous l'avez bien démontré, c'est toujours plus compliqué qu'on l'imagine. Il n'y a pas de coupure, il y a une continuité. Bon, la coupure, elle vient du changement des arts. Les arts à feu ont obligé les Ottomans qui sont musulmans, les Espagnols, les Portugais, à faire des aménagements, à changer les fortifications. Et les forts de la Goulette, les forts des Andalous à Bizerte, c'est en partie espagnol, en partie ottoman. Et à Bizerte, on a fait au niveau de l'Arcide et de la Casbah, des niveaux aglavides, arcides, espagnols et ottomans. Donc c'est des ressemblances très intéressantes. Le sujet est très vaste. Merci pour cette conférence. Merci. Donc, je pose la mienne alors. Donc, je sais que c'est une
faut encore étudier. Je dirais qu'il faut finir une thèse qui est en train de se faire, la thèse de Joanna. Je dirais que c'est très compliqué encore la question. Il n'y a pas un mot qui peut dire ah, ils ont fait toujours comme ça. L'arrivée, ils ont changé dans ce sens. Je pense que ce n'est pas la question. Je pense que, bon, depuis le début, ils ont profité de maisons qui existaient. Donc c'est la première chose, c'est qu'ils ont profité des Portugais. On est arrivé, ils ont profité des maisons. Je pense qu'il y avait même un processus de partage. Une fois qu'il y a la conquête, il y a la partage du terrain, un partage foncier, on peut dire. Donc les Portugais ont profité des maisons qui existaient. Et après, il y a des changements. Par exemple, on voit qu'il y a le changement, quelquefois, la couverture du patio intérieur. Pourquoi? C'est une question culturelle, de ne pas avoir, même si avant, les Portugais, pendant la péninsule ibérique, pendant tous les temps, les maisons étaient organisées autour d'un patio. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si c'est pour gagner une salle, pour avoir plus de gens, on ne sait pas. Donc, je pense qu'il faut chercher cet aspect, mais on voit quelquefois il y a division de compartiments, il y a la couverture du patio central. Ça semble qu'il faut mettre des gens dans les maisons. Ou peut-être c'est une question pourquoi avoir ici au milieu un trou. On va regarder. Une question de sécurité. Ou peut-être une question de sécurité. C'est ça, il n'y a pas une réponse. Je dirais que juste au moment, il n'y a pas une réponse. Après, on voit qu'il y a des changements dans les maisons, c'est-à-dire destruction des maisons. C'est intéressant parce que la destruction, c'est toujours, c'est comme, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, il y a 40 ou 50 années. On ne fait pas des destructions comme ça, total. On voit, on veut ajouter un chambre. Donc on va faire un mur ici, on va profiter de tous les murs de la maison, c'est toujours comme ça. Donc ils profitent des murs, ils enlèvent la couverture. On a même un site que les Américains ont fouillé où il y a les tuiles, toujours comme ça. Comme si c'était. Donc ils ont enlevé la toiture pour faire une rénovation et après ils n'ont pas fait la rénovation. Donc dans le site, dans cet endroit, cette fouille, ils ont trouvé les tuiles comme ça. Donc là-bas, ils ont fait des transformations, mais il y a dans les cas qu'on a étudiés déjà, je suis en train de faire une recherche plus élargie, mais dans les cas qu'on avait, par exemple, une fois, c'est qu'ils ont changé la maison pour créer pour faire l'huile d'olive. Pressoir. Pressoir, faire un pressoir. Donc ils ont changé la maison pour créer un pressoir. C'est quelqu'un qui a un pressoir, donc il a changé la maison. Donc c'est une question socio-économique. Pour créer un pressoir, ils ont changé la maison. Dans un autre cas, il y a la construction d'une église. Donc il y a un changement de tout le bâtiment. Donc là-bas, ils ont changé. Il y a un changement d'état. On peut penser dans un changement. On va refaire toute la rue, on va créer une église et on va donc changer toutes les maisons et les mettre à la façon portugaise de l'époque. Je ne sais pas. Il y a vraiment tout. Oui, voilà. Mais il y a un changement vraiment qui c'est différent. La conceptualisation de la maison, c'est différent vraiment. Parce que dans un moment, ils ont profité bien sûr des structures, mais l'idée de la maison islamique, c'est de vivre autour d'un patio. C'est le cours de la maison, c'est le patio. Exactement. Et le concept de la maison portugaise, espagnole, c'est européenne, c'est la maison qui communique avec la rue. Donc il y a toujours, ça c'est en changement. La maison c'est plus longue, il y a une longueur, oui. Et c'est porte, mais une habitation, autre habitation, quelquefois des autres habitations à l'intérieur. Mais c'est ça, c'est toujours un communicant avec la rue. Oui. Et pas un tour, à travers un espace transitoire qui est constitué par des vestibules. C'est façade, porte. Déjà, une porte comme ça. C'est un changement, parce que toujours, il faut le dire,
pendant toute notre histoire à la péninsule ibérique, on avait des maisons autour d'un bâtiment. Soit à l'âge de fer, soit à l'époque romaine, soit à l'époque médiévale, les amis, c'était toujours comme ça. Il y a quelque chose, j'ai jamais vu quelques pensées dans la longue durée, il y a quelque chose, peut-être des connexions avec le nord d'Europe. Et les maisons ont changé dans la façon que je viens de dire. C'est-à-dire, la porte, comme ça. Ceux qui communiquent par d'axe. Mais voilà, déjà, on commence à changer dans la porte. On a une porte qui entre comme ça et on voit toute la maison. Ça, c'est déjà un changement complet. Et après, il y a l'espace on entre dans un espace qui est où tout le monde peut voir. Donc, même la notion de privacité, c'est changé absolument. Parce qu'aujourd'hui, si on entre dans une maison, je ne sais pas, peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas comme ça, mais l'architecture traditionnelle au Maroc, on entre dans une maison, on n'a pas voir. On ne peut pas voir l'intimité de la maison. Entre un chien. Mais on a changé. On a changé. Mais il faut toujours comprendre ça. Pourquoi la péninsule ibérique a changé toute son histoire? Bon, peut-être je dis comme ça, c'est pas comme ça. Mais on a introduit cette nouvelle façon, parce qu'on a resté avec l'autre façon. Mais on a introduit cette nouvelle façon de construire. Pourquoi? Dans quelles circonstances? À quelle époque? Ça, il faut étudier. Pardon, excusez-moi, est-ce que ça ne ressemble pas à l'atrium de la maison romaine? Quoi? L'atrium, atrium, dans la maison romaine, c'est un espace qui précède même le péristyle, non? C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Il faut que vous imaginez un espace où entre, la maison c'est toujours comme ça. Vous entrez et vous pouvez voir toute la maison. Il y a un espace, qu'on dit la salle. Un espace C'est l'espace pour cuisiner, pour être dans, pour faire toutes les activités d'une famille. Et puis une autre habitation, c'est la chambre. Il y a autre chose. On a coupé les sanitaires. Ah oui. On avait toujours dans notre maison à la péninsule ibérique des sanitaires, des espaces pour soit à l'époque romaine, soit à l'époque médiévale, tout ça. La latrine. On a coupé ça. Sans tri. Les maisons du Portugal, quelques maisons au Portugal, de la bas Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle, n'ont pas une tri. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une chambre. On a introduit une chambre qui est dans le c'est aussi quelque chose au niveau des changements des habits, de la hygiène. Mais ça, c'est On est plus. au XXe siècle. Hein? Quoi? Ça, c'est Même au XXe, il y a des maisons sans la crise. Et le prix de chambre est revenu à l'échelle de toute l'Europe. Oui. Donc on a une petite chambre aux chambres, donc à l'intérieur, et après on jette les choses partout. Bon, partout dans le fleuve. Après, à l'époque moderne, on a fait les classes de puits avec plus d'argent en esclave pour amener tous les déchets jusqu'à un endroit. C'est incroyable, parce que c'est vraiment. Et après, on a introduit de nouveau, à l'époque moderne, le système hydraulique. C'est intéressant. On a réintroduit. Quelquefois, on avait des structures de l'eau de l'époque antique ou de l'époque médiévale, et on a introduit de nouveau, on a oublié, et après on a introduit, parce qu'il y avait des maladies, tout ça. Mais c'est intéressant.